Tranche de couple, La vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max. saison 4. Bonjour, bonsoir. Nous sommes Guillaume. et Max et on vous souhaite la bienvenue dans ce 22e. Il reste à l'escorie. Voilà. On vous souhaite la bienvenue dans ce 3e épisode de la saison 4 de Tranche de couple. Épisode qu'on a choisi d'intituler Pas de fumée sans feu. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. On se retrouve entre-temps aussi sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter ou sur notre email tranche le chiffre de couple et pour l'email tranche le chiffre de couple @gmail.com. Enfin, un mot, un seul, partagez sur vos réseaux sociaux à vos proches et puis à toutes celles et tous ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par le podcast. Ça nous permettra de continuer à accroître la visibilité de Tranche de couple et aussi à garder la motive pour continuer à vous proposer ce podcast tous les 15 jours. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, on commence par notre tranche d'actu et on commence aujourd'hui par un petit point sur ce qui se passe à l'est de l'Europe. Guillaume. Et absolument pas de fumée sans feu en Ukraine où les bombardements continuent et où la guerre a pris un tournant assez mouvant ces derniers jours. On voulait faire un point sur cette situation. On avait pensé le faire déjà dans plusieurs épisodes avant, enfin dans l'épisode d'avant, puis dans l'épisode même dans le premier épisode, mais à chaque fois on a repoussé parce que l'actualité a été effectivement très changeante. Ce soir, je crois que vu la taille de ce que j'ai écrit, préécrit en tout cas on a pas mal de choses à vous raconter. Et on voulait parler notamment de la contre-offensive ukrainienne et de la débâcle de l'armée russe, puisqu'il faut imaginer en Ukraine un front énorme qui fait près de 1200 km du nord au sud de l'Ukraine et qui, en conséquence, pour les deux camps, est difficile à tenir ou à pousser. On a eu une guerre qui a été en 4 phases jusqu'à maintenant. La première phase, c'est la poussée des Russes. La deuxième phase, c'est la consolidation des Russes, qui a eu lieu plutôt vers le mois en avril-mai. La troisième phase, c'est l'utilisation par l'armée ukrainienne de nouvelles armes qui lui ont permis de reprendre le dessus et de limiter l'avancée des Russes. Et puis la quatrième phase, qui a commencé au début du mois de juillet, c'est cette fameuse contre-offensive qui a été lancée de façon relativement discrète début juillet, après une période que les experts effectivement qualifiaient de renforcement suite aux prises territoriales. La contre-offensive ukrainienne a pris un tournant visible dès la fin du mois d'août et au début du mois de septembre avec la reprise de l'ensemble des territoires, notamment de l'oblast de Kharkiv au nord-est du pays, et la poursuite vers l'est sur l'oblast de Louhansk, et également de Donetsk. Au sud du pays, l'armée ukrainienne a engagé des victoires et des avancées moins visibles, moins impressionnantes, mais tout aussi importantes pour se rapprocher du Dniepr, du fleuve Dniepr, et isoler possiblement une partie des forces russes qui pourraient représenter jusqu'à 12 000 hommes, soit 15 bataillons russes qui sont dans cette zone. Mais au final, l'armée ukrainienne a donc récupéré près de 6000 km², soit 5 à 8% du territoire occupé par les Russes depuis le début de la guerre. Alors, un élément important de cette guerre, c'est le brouillard de guerre. Il est important de noter que cette contre-attaque est un exemple très puissant de l'emploi du brouillard de guerre. Les amateurs d'Age of Empires se souviendront de ces zones noires et où tout ce qui se passe est invisible, qui empêche logiquement de voir les mouvements des ennemis. Et bien là, c'est pareil. Le gouvernement et l'armée ukrainienne ont demandé pour cette contre-offensive à l'armée, aux soldats, aux habitants, aux journalistes, bref, à toutes les personnes qui étaient présentes sur le front, de limiter au maximum leur communication et les informations diffusées sur les manœuvres en cours pour ne pas nourrir l'information de l'ennemi. C'est l'un des effets qui ont joué dans la débâcle qui s'en est suivie de l'armée russe. Par ailleurs, profitant de la surprise de sa contre-attaque au sud, l'Ukraine a lancé une autre contre-attaque, donc au nord, qu'on vient d'en parler, près de Kharkiv, qui est qualifiée dans un article du journal Le Vif, de plus belle diversion militaire de l'histoire contemporaine par le politologue spécialiste des questions de défense belge Joseph Enrotin. Fortement hiérarchisé, peu flexible dans ses mouvements, avec des matériaux parfois très datés, l'armée russe s'est retrouvée prise au piège d'un front trop grand et des feintes ukrainiennes, laissant des localités entières à découvert.
Par ailleurs, l'armée ukrainienne a, elle, pris le temps de mettre en action le matériel livré par l'Occident sans le lancer dès sa réception, par exemple, parce que le matériel a commencé à arriver dès le mois de mai ou le mois de juin, du matériel de très récent. Mais l'armée ukrainienne a pris le temps de l'exploiter, de comprendre comment il fonctionnait et de comprendre quelle serait la meilleure façon de l'utiliser pour face aux Russes. Et ce même Joseph Enrotin note que l'armée ukrainienne a depuis 2014 pris le temps de professionnaliser et flexibiliser son armée, ce qui explique qu'elle ait pu résister autant face aux Russes, dont la réputation avait manifestement peu de fondement, et mettre en place une vraie hiérarchie souple et pas lourde comme celle de la Russie. On note par ailleurs que, selon plusieurs analystes aujourd'hui, un certain nombre d'ordres depuis le début de la guerre ne venaient non pas de la hiérarchie militaire, mais directement du Kremlin. Alors, une deuxième question qui s'est posée au-delà de cette contre-offensive, c'est la question de l'indépendance du rattachement des républiques, entre guillemets, séparatistes, annoncées d'abord pour le mois de novembre et à l'origine sur les seuls oblasts de Louhansk et Donetsk, qui étaient les deux régions contestées indépendantistes avant même le début de la guerre. Les référendums sur le rattachement à la Russie ont finalement été avancés sous la pression du Kremlin notamment et des pseudo-gouvernements locaux devant l'avancée des troupes ukrainiennes et le risque de voir les régions reprises du 23 au 26 novembre. Prenons exemple sur la farce du référendum organisé en Crimée en 2014, les Russes et les pseudo-gouvernements ont donc organisé tant bien que mal, et malgré le fait que selon l'ONU et diverses sources, plusieurs centaines de milliers d'Ukrainiens aient été déplacés en Russie, des Ukrainiens qui habitaient dans ces régions, les référendums aient donc obtenu des résultats poutiniens avec par exemple 93%, 93% des suffrages exprimés en faveur du rattachement à la Russie dans l'oblast de Zaporizhia, dont en réalité à peine la moitié de cette oblast est contrôlée par la Russie. Et la capitale elle-même n'est même pas encore sous le contrôle, mais on a dans cette oblast aussi la fameuse centrale nucléaire dont vous avez probablement aussi entendu parler. La communauté internationale, et notamment des pays réputés pourtant proches de la Russie, comme le Kazakhstan ou la Chine, ont affirmé qu'ils ne reconnaîtraient pas les résultats de ces référendums. Mais le 30 septembre, Poutine a mis en scène au Kremlin, en grande pompe, la signature du rattachement de ces régions à la Fédération de Russie. Alors vous vous demanderez peut-être quel est l'intérêt pour la Russie et pour Poutine. Rappelez-vous qu'il avait indiqué déjà il y a quelques mois, et puis, Dmitry Medvedev aussi, responsable de la sécurité pour la Russie, sur l'utilisation des moyens nucléaires tactiques ou d'armes plus fortes que celles utilisées dans le contexte actuel, qu'il n'hésiterait pas à les utiliser dans le cas où l'intégrité de la Fédération russe serait mise à mal. Du coup, génie où es-tu, le rattachement fantoche des oblasts occupés permet à Poutine d'affirmer qu'à partir d'aujourd'hui, c'est la Russie qui sera touchée directement lorsque l'Ukraine attaquera pour récupérer des territoires illégalement occupés. Malin, hein. En tout cas, inquiétant pour sûr, tant Poutine est devenu imprévisible et est acculé à l'escalade permanente aujourd'hui. Il ne peut pas se permettre de perdre, il ne peut pas se permettre de paraître faible. Il a d'ailleurs affirmé que les responsables en cas d'attaque nucléaire russe seraient les Américains, dans son discours le 30 septembre, qui sont les premiers à avoir utilisé la bombe atomique sur le Japon pour mettre fin à la partie orientale de la Deuxième Guerre mondiale. Capillotracté, c'est une certitude. Et après, qu'est-ce qui va se passer ? Des négociations ? Sur quelle base ? Poutine a annoncé évidemment être prêt à reprendre les négociations avec l'Ukraine, à condition que celle-ci n'inclut pas un retour dans le giron de l'Ukraine des régions occupées et rattachées à la Russie. Mais bien sûr. Évidemment. On ne va pas se le mentir, ça a été relativement fraîchement accueilli à Kiev, d'autant que l'ensemble de la communauté, enfin non pas l'ensemble, mais une très grande partie de la communauté internationale, comme je le disais, a annoncé qu'elle ne reconnaîtrait pas les résultats de ces référendums. Et donc Kiev a, pour lancer aussi, mettre une monnaie dans la machine, une pièce dans la machine, annoncé une adhésion, une demande d'adhésion formelle à l'OTAN. Alors, on sait que c'est une question compliquée qui est revenue plusieurs fois au cours du conflit. Au début, l'Ukraine avait annoncé vouloir adhérer à l'Union européenne, puis à l'OTAN, puis elle a renoncé à une adhésion à l'OTAN pour donner des gages aussi à la Russie et éviter l'escalade. Et dans un geste finalement d'apaisement. Mais aujourd'hui, elle remet cette pièce dans la machine. Alors je ne pense pas que cela aura un grand impact. L'OTAN, en tout cas, n'accueillera pas l'Ukraine dans les conditions actuelles. Et par ailleurs, le président ukrainien Zelensky a aussi annoncé qu'il restait disponible pour négocier, mais pas avec le président actuel de la Russie. Voilà, donc on n'est pas encore... La pression augmente.
Mais de fait, la des deux pression côtés. augmente des deux côtés. Voilà, on s'interroge un peu jusqu'où ira Poutine dans sa folie meurtrière et ses échecs répétés militaires stratégiques. Alors que s'ajoute maintenant, on n'en a pas parlé, mais voilà, ça fera peut-être l'objet d'un prochain podcast, les échecs intérieurs qu'il avait su éviter jusqu'à maintenant, notamment autour de la mobilisation qu'il a lancée officiellement dans le courant du mois de septembre. Mobilisation partielle, de réservistes uniquement, mais on a bien vu aussi que, voilà, comme dit Guillaume, ça fuit de partout. Ça fuit de partout, et on voyait une image très parlante sur Twitter qui disait que la Russie était le seul pays qui, en mobilisant, réussissait à faire fuir sa propre population, puisque Poutine souhaitait mobiliser un objectif de 300 000 hommes, ça c'est la version officielle, il y a des versions un peu divergentes, paraît-il, mais on parlait il y a 2 jours, le 28 septembre, de déjà 2400 hommes, 240 000 hommes, pardon, qui auraient déjà quitté la Russie pour éviter d'être mobilisés. C'est une autre question, on pourrait se poser la question de si ces gens, du statut de ces gens à l'étranger. Et comme par ailleurs, bon, bah, je veux dire, il y a des accidents très regrettables, de plus en plus nombreux en Russie. Avant, oui, on tombait des fenêtres. Si vous êtes en Russie, au balcon, aux escaliers, au bateau, je sais plus. Oui, maintenant on tombe dans les escaliers. Enfin, c'est vraiment pas simple. Pas de chance, pas de chance. Pas de chance, pas de chance. Max, pour notre deuxième point actu, tu vas nous parler Coupe du Monde et Qatar. Eh oui. Alors, il n'y a pas le feu au désert, mais il fait chaud. Ouais, alors on s'est posé la question si cette Coupe du Monde au Qatar, c'était finalement pas l'arnaque du siècle. Alors, vous le savez... comme il y va, l'autre. La Coupe du Monde au Qatar, elle se déroulera du 20 novembre au 18 décembre 2022. Et en ce moment, il y a des appels au boycott qui se multiplient, mais du coup, on s'est dit, faisons un petit récap. Pourquoi donc ? Alors d'abord, cette Coupe du Monde, c'est une aberration sur le plan des droits humains, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 8 stades qui ont été construits pour la Coupe du Monde, avec un certain nombre d'infrastructures à côté. Et en fait, il y a eu un coût humain énorme, dont on n'a pas des chiffres validés, officiels par tout le monde, mais selon le quotidien britannique The Guardian, ils estiment que près de 6500 ouvriers seraient décédés depuis le début des travaux. Et en fait, décédés parce que, en gros, travaillant pendant des heures sous une chaleur extrêmement forte, voilà, il y a des conditions de gens sécurité probablement précaires. Voilà, qu'on succombé. Ces ouvriers, souvent des immigrés, n'ont pas été respectés. Comme disait Guillaume, les conditions de travail étaient vraiment pas bonnes. Et puis par ailleurs, en fait, c'était presque du travail forcé parce que ces immigrés se sont vus retirer, selon ce qui se dit, leur passeport, on les empêchait de repartir ou de changer d'emploi, donc vraiment une main-d'œuvre forcée. Bon, du côté du Qatar, on reconnaît 37 décès liés à la construction des stades, dont 34 non liés à leur emploi. Alors, donc ils étaient là à côté, ils sont morts. Voilà, donc finalement, un non-sujet. Alors, absurde aussi parce que ces stades, ces 8 stades, n'ont été construits en fait que pour l'occasion. C'est-à-dire que, en gros, plusieurs d'entre eux ne seront pas réutilisés à l'issue de la Coupe du Monde. Alors, il y a une raison à ça, c'est que tous les matchs se passeront dans la capitale du Qatar. Et donc, forcément, ils n'ont pas besoin d'avoir 8 stades dans la même ville. Hein. Alors, il y a un des stades qui a été construit à partir de conteneurs de sièges amovibles et d'éléments modulaires pour permettre son démontage. A priori, il y aurait l'idée d'aller le réinstaller quelque part en Afrique. Mais on peut quand même s'interroger sur la nécessité d'avoir fait des travaux aussi gigantesques pour quelques semaines d'utilisation, alors que globalement, quand même, on ne manque pas de grandes infrastructures ailleurs dans le monde. Et puis, c'est pas seulement les stades, parce que forcément, ils ont construit des autoroutes, des hôtels, un métro spécialement construit pour la compétition. Et puis, bon, s'agissant des 7 autres stades, alors on peut se dire que peut-être qu'ils seront réutilisés, mais en fait, pas tellement, parce que les stades construits ont une capacité de 40 000 à 50 000 visiteurs, mais la moyenne d'affluence du championnat professionnel qatari, dont on sait qu'il est extrêmement connu, hein, je pense que vous en avez tous entendu parler avant, c'est de 4000 visiteurs en général. Donc forcément, voilà.
Et puis, enfin, c'est aussi quand même une aberration écologique. Bon, vous en avez très certainement entendu parler. Lors de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, on a quand même pointé le fait que au Qatar, il fait chaud, hein, parce que l'été, on a quand même des chaleurs jusqu'à 50 degrés. Du coup, le mondial a dû être décalé en hiver. Bah oui, d'habitude, hein, c'est plutôt juin-juillet, la Coupe du Monde. Là, donc, c'est novembre-décembre. Pour le bien-être des joueurs. Mais bon, faut savoir qu'en hiver, il fait quand même toujours chaud au Qatar, puisque les températures vont jusqu'à 30 degrés. Et du coup, 7 des 8 stades vont être climatisés pendant 2 mois, ce qui est quand même une absurdité écologique au moment où on parle de sobriété un petit peu partout dans le monde. Et d'autant plus que c'est des stades qui sont à ciel ouvert, hein, donc en fait, on climatise l'air. Mais malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Le coût écologique est officiellement estimé à 3,6 millions de tonnes de CO2 d'après les prévisions de la FIFA. Un chiffre qui, d'après l'ONG belge Carbon Market Watch, est sous-évalué à peu près 5 fois, voire un peu plus. Bon, et puis je vous ai parlé d'hôtels, d'infrastructures, mais comme je vous ai dit, tous les matchs auront lieu dans la capitale du Qatar, Doha. Ce qui est quand même assez exceptionnel, hein, parce qu'en général, ça a lieu dans plusieurs villes d'un même pays, voire entre plusieurs pays pour accueillir les différents matchs. Mais du coup, et on parle d'un pays qui est microscopique. Ah oui, qui est microscopique. Oui. Alors, mais du coup, c'est impossible si d'héberger. Vous aviez 4 ou 5 stades de France sur l'échelle de l'île de France ou un truc comme ça. Je pense qu'on est dans cette ordre de grandeur. On regardera et puis on vous dira sur nos réseaux. Alors, impossible du coup d'héberger tout le monde dans la capitale. Bon, bah, comment on fait du coup ? Pas un problème, hein. 168 vols quotidiens sont prévus pour les supporters des pays du Golfe. Jésus, Marie, Joseph. Et je vous confirme que le Qatar fait 11 000 km², l'Île-de-France 12 000. Voilà. Alors, bon, du coup, le Qatar, parce qu'en fait, ils ont promis de planter des millions d'arbres dans le désert. Et du coup, ils comptent aussi investir dans le marché des crédits carbone. Alors, le crédit carbone, chaque crédit est censé représenter 1 tonne de CO2, mais 1 tonne qui a été réduite par quelqu'un d'autre, en fait. Hein. C'est en gros une économie qui est compensée. Voilà. Mais du coup, pour atteindre une neutralité carbone, ils auraient besoin de 3,6 millions de crédits pour la Coupe du Monde. Et les organisateurs n'en ont pour l'instant sécurisé que 180 000, en plus de mauvaise qualité selon les experts. Bon, alors du coup, on a d'un côté une affirmation du Qatar et de la FIFA qu'il s'agit là de la première Coupe du Monde de l'histoire qui est neutre en carbone. Et en fait, en réalité, on en est loin. C'est pour ça qu'on vous parlait d'arnaque. Et de notre côté, voilà, on se range du côté de ceux qui ont prévu de boycotter cette compétition sportive. En tout cas, de ne pas la regarder, je sais pas si... C'est-à-dire qu'on ne la regardera pas. Voilà. On va peut-être pas aller manifester, mais en tout cas... Vous nous connaissez, si vous nous connaissez, vous savez qu'on n'a déjà pas un intérêt naturel fou pour le foot. Voilà. Quand même, les grands événements, on regarde quand même les matchs de la France ou de la Belgique. Mais là, franchement, on n'a pas envie de cautionner ce business, parce qu'il faut quand même bien avoir en tête que c'est un vrai business, hein, d'accueillir la Coupe du Monde, et dans ces conditions. Absolument. Je dirais juste peut-être pour ajouter, s'il fallait terminer malgré tout sur un point positif, que l'arbitre française, Stéphanie Frappart, et sera l'une des arbitres officielles de la compétition. Ce sera la première fois qu'elle officiera à ce niveau. Et on parle d'une femme au Qatar. Voilà. Oui, on aurait pu vous faire tout un truc sur les droits de l'homme aussi. Et les droits notamment LGBT. On y reviendra. On fera une petite... On y reviendra. Voilà, ça nous occupera. Vous voyez, on a déjà plein de sujets pour nos podcasts suivants. Merci Max. Allez, on passe à notre tranche de vie, tranche de couple. Ish. Ah non, pardon. On est sur un mélange, en fait. On est sur un mix, en vrai. Excuse-moi, Guillaume, j'ai zappé la belgitude. Mais non, mais t'as pas complètement tort, en fait, parce qu'on est sur notre point belgitude aussi va être un mix tranche de vie, tranche de couple. On va parler de nous dans ce point belgitude. Et on va vous parler de la conférence des évêques flamands. Bah oui, en Belgique, tout est séparé. Même les évêques, il y a les évêques francophones d'un côté, les évêques flamands de l'autre, qui tous ensemble, enfin bref, voilà, c'est quand même la Belgique, ils se baladent ensemble quand ils vont voir le pape, par exemple, on en reparlera. Mais donc, la conférence des évêques flamands a enflammé le débat avec la publication d'une note qui dessine les contours d'un
temps de prière, notez bien ces mots, dédié aux couples homosexuels. Jésus, Marie, Joseph. Comme on peut l'imaginer, cette proposition a déclenché, notamment dans l'Église de France, dont on connaît la position peu ouverte ou même très fermée sur le sujet, une avalanche de réactions. Au feu les pompiers, ces réactions en partie positives, mais aussi en partie outrées par l'outrecuidance des évêques qui osent marcher sur les plates-bandes des jardins de Saint-Pierre. Après tout, bénir les unions homosexuelles serait absolument contraire à la Bible et aux évangiles et créerait un précédent fâcheux et une confusion par rapport à la bénédiction du mariage religieux. Vieille histoire, on a déjà entendu ça quelque part. Sauf que, manifestement, peu de gens ont lu correctement la proposition des évêques flamands, y compris les journalistes et les premières personnes qui ont relayé sur Twitter, notamment le soir, qui se sont pris les pieds dans le tapis théologique, un tapis qui manifestement ils n'avaient pas vu ou qu'ils ne maîtrisent pas. Il ne s'agit pas en effet d'une bénédiction en elle-même des couples ou d'un engagement, mais bien d'un temps de prière. Timothy Scholtes, jésuite et porte-parole des évêques de Belgique, rappelle par ailleurs dans la Croix que le pape François insiste sur l'exigence d'accueil et de non-discrimination. Il s'agit bien ici de proposer un temps porté autour de la prière, de proposer à chacun une voie d'accueil dans la communauté chrétienne catholique. La seule bénédiction qui est intégrée, c'est une bénédiction finale, un peu comme celle qui existe à la fin de chaque messe. Plutôt logique finalement. Si je voulais être un peu provocateur, de toute façon, je dirais que l'Église bénit bien des choses, les cartables, les animaux, des véhicules, des soldats en Russie, et qu'on pourrait s'interroger sur la pertinence et la cohérence réelle de la bénédiction dans son ensemble aujourd'hui. Mais c'est une autre question qu'on gardera ou pas pour un autre podcast. Sur Catobel, média en ligne de l'Église catholique francophone, Vincent Delcor souligne pourquoi le timing de cette publication n'est pas anodin. Le cardinal Joseph de Kessel est sur le départ, puisqu'il a 75 ans, 75 ans. C'est le président de la conférence. Président de la conférence des évêques de Belgique, absolument, et cardinal de Malines-Bruxelles. Il est donc plutôt sur la fin, il va donc pouvoir commencer à faire un peu ce qu'il veut, on ne va pas se mentir s'il en a envie. Les évêques belges rencontreront par ailleurs le pape fin novembre en visite ad limina, la fameuse visite de tous les évêques belges, flamands et néerlandophones et francophones. Il y a aussi une dimension romaine. François a montré une ouverture très nouvelle sur les questions d'accueil des personnes LGBT. Oui, non, mais certes, François a eu des mots sur l'accueil et tout ça. Par ailleurs, la Curie a rappelé sous son mandat la position liée au fait que, en gros... Alors, je vais revenir sur ce document, le fameux document qui est sorti en mars l'année dernière, en mars 2021. J'ai plus le nom de la personne, on vous en avait parlé à l'époque, on vous a dit qu'on avait été un peu choqués. C'est le préfet pour la doctrine de la foi. Ce mec-là a disparu dans un sombre diocèse d'Italie et qu'on n'entend plus parler. Il a été, écarté des affaires depuis mais néanmoins, dans un timing tout à fait intéressant. L'accueil dont François fait preuve est très beau, l'accueil pastoral, le souci de reconnaître chacun. C'est le message qui passe aussi. Mais c'est vrai aussi que l'Église reste dans sa rigidité doctrinale quant à l'accueil des homosexuels. Oui, mais non. On pourrait rajouter aussi cette dimension. Certes, l'Église reste relativement peu flexible sur ces sujets. Cependant, toute chose commence par un petit pas, puis un autre petit pas, puis un autre petit pas. Donc, est d'accord. On avance, mais j'y reviendrai. Il y a une dernière dimension, c'est moi qui la rajoute, celle-là qui est celle du Prums, c'est moi qui ai commencé. On attendait plutôt une proposition de ce type venue d'Allemagne, où, comme on vous en a déjà parlé, le synode qui a lieu là-bas a donné lieu à un certain nombre de prises de position par les catholiques allemands extrêmement fermes, extrêmement radicales, extrêmement progressistes. On se serait attendu qu'eux mettent ça en place. Eh ben non, c'est la Belgique, paf, à côté. Sachant que les Allemands ont quand même fait, il y a quelques mois, des bénédictions de couples homo. Ah oui, mais c'est pas nouveau. Simplement, à ce niveau, au niveau des évêques, c'est tout à fait nouveau. Bref, le débat continue, mais ce qui reste certain, c'est que le parcours vers un accueil plus plein et entier des personnes LGBT au sein de l'Église catholique est encore long. Mais que ces propositions, comme je le disais, permettent d'alimenter sa progression petit à petit, comme le souligne toujours dans la Croix deux membres du CA de Devenir un en Christ, une association qui travaille sur le sujet en France. Les temps que nous vivons sont passionnants, et même si on adorerait que ça aille plus vite, il est fascinant de se dire qu'on voit en direct les choses changer. Et puis après tout,
Max et moi avions pris un peu d'avance avec un temps d'engagement finalement très similaire à la proposition des évêques flamands il y a déjà 5 ans, en 2017. Et oui, cœur. Cœur, love. Voilà, on vous avait dit que ce serait un peu de vie de couple. Et on vous mettra d'ailleurs la proposition des évêques flamands sur nos réseaux sociaux pour vous donner une idée et que vous puissiez vous faire la vôtre. La vôtre. Bon, alors du coup, on passe à la vraie rubrique classique, traditionnelle, tranche de couple, sur notre vie de couple. Et on vous avait déjà dit que le rythme de travail était éreintant, mais on a aussi repris une vie sociale, Guillaume. Eh ben oui, et puis comme on fait jamais les choses à la moitié, on reprend une vie sociale avec des trucs quasiment tous les soirs. Là, ça n'arrête pas. On a enchaîné les choses. Alors on voit plein de monde, c'est chouette. On voit des amis, ça on vous en avait parlé aussi dans le dernier podcast. On trouve très chouette de reprendre ça après l'été. Et puis cette semaine, on a fait une soirée suisse. Exactement. Alors vous allez vous poser la question. C'est quoi une soirée suisse ? C'est quoi une soirée suisse ? Et puis surtout, une soirée suisse à Bruxelles, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors il faut savoir que dans le cadre de mon travail, je suis en lien avec les Suisses à Bruxelles. Et du coup, qu'on a eu l'occasion d'être invité à une soirée qui a lieu chaque année, qui est organisée par les ambassades de la Suisse auprès de la Belgique, de l'Union européenne et de l'OTAN, qui s'appelle la soirée suisse, qui met en valeur du coup un canton chaque année et surtout au travers de ses spécialités culinaires. Et cette année, je vous le donne en mille, Grüezi ! C'était le canton de Zurich. Voilà, qui était mis en avant. Ils ont du très bon fromage et de la très bonne charcuterie. Je suis pas sûr que les tomates cerises, elles venaient du canton de Zurich, cela dit. Voilà, donc en gros, ils rassemblent à peu près 600 personnes dans un lieu qui s'appelle les Jeux d'hiver. Bon, c'est un petit clin d'œil quand même à la Suisse. Et son fromage fondu, même s'il n'y en avait pas. Alors bon, bonjour le Covid. Coucou. Et en plus, il faisait mauvais. C'est-à-dire que, bon, c'est osé quand même. 600 personnes rassemblées, au moins pour les discours, dans un espace qui était assez exigu. Bon, on est passé entre les gouttes pour l'instant. Voilà, on a découvert les petites spécialités de fromage, de charcuterie du canton de Zurich. On a découvert aussi que le canton de Zurich faisait du jus de pomme, spécial qui est genre mélangé pendant juste 5 secondes et pas pendant 20 minutes ou un truc comme ça. Ils font de la bière. Ils font du vin, on ne va pas trop revenir dessus. Ils font de la viande végétarienne aussi. Ouais, ils ont des petites spécialités. Alors, il y a toujours un petit côté créatif visiblement dans ces soirées. Et donc, voilà, ils nous ont présenté un petit peu les innovations culinaires. Donc, on a mangé un kebab végétarien. Et puis, on a goûté différentes petites spécialités. Alors, on a goûté y compris du chocolat. Alors, c'est quand même assez osé de venir avec de la bière et du chocolat en Belgique. Même quand on est suisse. Vous savez ma position sur le sujet. La bière, c'est pour les Belges, le chocolat, c'est pour les Suisses. Oui, alors ça dépend quand même, parce qu'on a goûté un chocolat qui était quand même bien dégueu. Non, mais là, il y avait... C'était un chocolat ils ont fait une espèce de... mélangé avec... Ouais, c'est ça, ouais. Une mini cône de chocolat avec quelque chose, que je dis bien quelque chose dedans. On pas trop réussi à liqueur, je sais pas quoi, c'était... Non, c'était... Mais bon, voilà, c'est toujours intéressant de savoir ce qu'ils avaient. Voilà. Mais sinon, globalement, j'ai fait très sympa. J'avais une soirée pour le boulot d'inauguration du siège de BNP, quand je vous dis qu'on n'arrête pas, mercredi soir, et là, il y avait des trucs avec des harengs et des oignons dans la même bouchée, quoi. Tu te dis, mais qui te fout des bouchées avec des harengs et des oignons dans une soirée, du Nord, quoi. Oui, bref. Il y avait les différentes régions. Et puis quand même, nous avons été à notre deuxième soirée comique. Le Schumann Show. Donc c'est un show satirique sur l'Union européenne à Bruxelles. Et voilà, on s'est beaucoup amusé. On vous mettra quelques extraits peut-être de leur site sur nos réseaux. Mais globalement, c'est une équipe de journalistes, d'anciens
stagiaires. Voilà, des gens qui ont travaillé dans la commission. Ça fait très private joke quand même. C'est pas ouvert à tous, on va pas se mentir. On va pas se mentir, faut quand même avoir le contexte. On vous enverra pas comme contexte, ça sans préparation au Schumann Show parce qu'il faut connaître un peu les arcanes de Bruxelles. Mais bon, l'événement eurocratique typique. Hein. Ils se foutent un peu de la gueule quand même d'un certain nombre de choses, notamment si on peut donner quelques exemples. L'Union européenne a souvent été critiquée parce que elle dit qu'elle est très préoccupée par ce qui se passe. Donc en anglais on dit very concerned, et donc voilà, il y a quelques petites is very concerned. Et donc il y a quelques petites blagues qui circulent là-dessus. Ursula von der Leyen en a pris un petit peu sur son grade, notamment par rapport à ses critiques de la nouvelle première ministre italienne. Bon, c'est quand même un petit peu compliqué quand on est chef de l'exécutif européen de critiquer un premier ministre qui vient d'être élu. Qui n'avait pas encore été élu. Oui, mais bon, qui du coup a été élu. C'était pas super fin. Voilà, quelques petites critiques sur Orban, voilà, des petits classiques, quoi. On rajouterait qu'elle a sûrement Giorgia Meloni a sûrement des prises de position qui sont très à l'opposé, diamétralement opposées sur certaines choses. J'allais dire des qualités. Pardon. Non, mais elle a quand même communiqué suite à ce qui s'est passé cet après-midi en Russie en disant que ça ne se passerait pas comme ça et que ça n'était pas du tout la position que l'Occident devait avoir. Donc, il y aura peut-être quand même des moyens de s'entendre sur certaines choses. On peut l'espérer. Tu veux dire qu'elle n'a pas été complètement, qu'ils n'ont pas été achetés par Poutine? C'est ça. C'est plutôt une bonne nouvelle. Plutôt une bonne nouvelle. Peut-être qu'on verra quelles seront ses relations avec les Polonais et Orban. Enfin bref, on dérape. Puis cet épisode est déjà fort long. Deuxième sujet. Bon, autant dire qu'on est fatigué, quoi. Voilà, on va pas se mentir. On n'a pas grand-chose à vous raconter finalement parce que effectivement, c'est toujours un peu le chapeau de roue, mais on espère que ça va se calmer un peu, hein. Encore 2-3 week-ends. Ce week-end, on est à un baptême en région parisienne. Le week-end prochain, on a un week-end pote en Champagne. Si la voiture veut bien nous accompagner, on pourrait y revenir aussi à l'occasion. Acheter une belle voiture et se retrouver à devoir payer des factures monstrueuses pour des pièces dont le constructeur sait qu'elles sont défaillantes, mais se dit qu'il va seulement prendre en charge une partie. C'est déjà généreux. Voilà, bref. Voilà quoi. Allez. Mais bon, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous voulez en savoir plus sur notre vie trépidante sur les réseaux sociaux. Mais on vous confirme ce qu'on vous avait dit il y a 15 jours, c'est que l'hiver est bien là. Winter is coming. Winter is here. Allez, on passe à la rubrique... Coup de cœur entrepreneurial, c'est pour toi, Max. Exactement. Alors aujourd'hui, on voulait mettre en avant une solution autour de l'économie circulaire qui a été lancée par une start-up lyonnaise qui s'appelle Les Biens Communs. Alors, ils sont partis du constat qu'un ménage français possède en moyenne une trentaine d'équipements, mais qu'il ne les utilise que très peu. Par exemple, savez-vous qu'une perceuse, en moyenne, sur sa durée de vie, elle est utilisée 12 minutes ? Alors, leur idée, c'est qu'on installe dans des immeubles, dans des halls d'immeubles, des casiers connectés qui contiennent des équipements du quotidien, type aspirateur, que tu utilises une fois par semaine, vidéoprojecteur, que tu utilises quand même pas très souvent, appareil à raclette, etc., qui puissent du coup être réservés et loués à la demande à un tarif super abordable, 1 € par heure. Alors, le gros avantage, c'est que ça permet, 1, d'accéder à des équipements que tu n'aurais pas chez toi, 2, tu libères de l'espace du coup chez toi si tu sais que tu peux aller louer un aspirateur pour pas cher, et puis c'est clairement pas cher et clairement écologique. Du coup, ils ont débuté par des résidences étudiantes à Lyon, mais ils aimeraient développer plus largement leur concept et pourquoi pas un jour voir des casiers comme ça dans les bureaux de poste. Alors peut-être que les bureaux de poste, vu leurs horaires d'ouverture, c'est peut-être pas le meilleur endroit, mais bon, l'idée c'est que le coût des casiers, c'est à peu près 20 000 € le casier quand même, donc c'est pas ça coûte quand même son petit coût, soit rentabilisé par les locations, donc c'est que ça se rembourse, donc du coup pas mal. En tout cas, un super concept qu'on a adoré et qu'on voulait vous partager. Merci Max, c'est chouette pour finir ce podcast sur une touche positive. Et ben voilà, c'est déjà la fin de ce 3e épisode de notre saison 4. Si vous êtes arrivé au bout, bravo et merci. On est très heureux de vous compter parmi les auditeurs de Tranche de Couple.
On vous le dit, on vous le redit, si ça vous plaît, parlez-en autour de vous. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous mettre une petite note ou un commentaire sur la plateforme que vous utilisez. Ça aidera à ce que d'autres puissent aussi découvrir ce podcast. Et ce podcast, justement, est diffusé le lundi tous les 15 jours, ou peut-être le dimanche soir pour les plus au taquet pressés. On aura peut-être le temps de le faire cette semaine. Alors, portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros poutou, et à très vite pour de nouvelles tranches Colorées.